Salut les gens, comment ça va? Eh oui, ça fait un petit moment, j'étais parti au Festival de Cannes du cinéma. Donc je suis parti une semaine, le temps de préparer tout ça, de revenir, de se remettre un petit peu. Ça a été un peu compliqué. Entre-temps, on a atteint les 3000 abonnés, donc ça c'est super cool. Justement, je vais faire une petite vidéo sur le sujet, un peu avec le développement de la chaîne, et puis un peu recueillir toutes les suggestions, et moi ce que je prévois un peu, et vous dire comment ça se passe pour la chaîne. Donc voilà. Évidemment, abonnez-vous, likez. Aujourd'hui, petit programme très science-fiction. Donc déjà, on va commencer par Terraforming Mars, Ares Expedition. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a des extensions qui sont sorties, il y en a trois qui sont sorties tout récemment. Donc bon, le jeu Ares Expedition avait fait un peu débat à l'époque en le comparant au grand frère. Bon, moi, ma réponse c'est que effectivement, il est mignon. Moi, je l'aime. En fait, ça enlève quasi toute la stratégie de Terraforming Mars, sauf le développement de cartes, et le développement de cartes est très agréable dans le jeu. Donc moi je le trouve cool à deux, notamment quand tu joues avec des gens qui connaissent pas déjà très bien le jeu de base, parce que j'ai énormément joué le jeu de base, et c'est vrai que c'est compliqué de le jouer autrement qu'à 4 pour moi, avec Prélude et avec des gens qui le connaissent déjà, parce que voilà, quand t'as fait plus de 300 parties sur le jeu, c'est compliqué. Mais voilà, celui-là il est sympa, il a une mécanique d'action à la Race Force the Galaxy où tu lances une action, l'autre en profite. Bon, Ers a récupéré ça aussi récemment. Je trouve que ça marche pas très très bien de manière compétitive, mais c'est très sympathique, le moteur de carte est très cool. Ils ont récupéré vraiment ce qui faisait Terraforming Mars très bien là-dessus. Donc voilà, après, ça enlève tous les objectifs, les récompenses, la map principale. Et voilà, et une des extensions rajoute les objectifs et la récompense. Donc il était temps. Par contre, la map principale n'est toujours pas là. Donc c'est toujours, moi je trouve très peu interactif. Voilà, même si tu as cette mécanique d'action. Mais ils ont quand même rajouté un truc assez malin. Donc dans la même extension que les objectifs et la récompense. Donc je crois que c'est l'extension Discovery, si je dis pas de bêtises. Voilà, ce que ça rajoute en fait globalement, c'est les objectifs récompenses, des nouvelles cartes et aussi des cartes actions améliorées. Donc là, c'est pour répondre à une petite problématique qu'a le jeu, c'est qu'effectivement, quand tu lances l'action toi-même, tu bénéficies d'un bonus, mais souvent il n'est pas assez significatif pour créer un écart, sauf que là, du coup, tu vas pouvoir améliorer ces cartes pour avoir des meilleurs bonus quand c'est toi qui lances les actions. Donc du coup, ça rend cette mécanique principale un peu plus impactante. Après, ça change pas fondamentalement le feeling de jeu. Moi, la partie vraiment importante dont j'avais envie de parler, qui est, je trouve, la plus intéressante, qui était déjà un petit peu caché dans le jeu de base parce que il y avait une règle coopérative. Ben là, ils ont sorti le jeu entièrement coopératif, carrément tout un module, une extension coopérative. Euh, où c'est qu'on va voir ça? C'est par ici, très bien. Euh, donc moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, je trouve que cette mécanique justement d'activation de cartes de manière compétitive, elle marche pas de fou. Parce qu'elle crée pas une interaction. En gros, t'as quand même tendance à activer les actions qui t'intéressent avec le bonus qui t'intéresse. Même quand t'as pas le bonus, tu vas quand même faire des choses intéressantes. Donc sur une partie à 4 globalement, quasi toutes les actions vont être lancées à chaque fois, même s'il y en a qui vont être à simultané. Mais au-delà de ça, même dans le moteur et tout, il y a la course, mais c'est à peu près tout, il y a vraiment très peu d'interactions. En fait, le plateau principal manque, et la course aux objectifs manque vraiment, même si du coup, l'autre extension rajoute cette course aux objectifs, mais c'est un peu light, moi je trouve. Par contre, là, le module coopératif marche vachement bien, parce que là, du coup, tu dois te coordonner pour lancer quelles actions à quel moment. Et là, c'est intéressant. Parce que là, il y a une vraie approche de ok, je lance cette action parce que j'ai besoin de poser une carte bleue, une carte rouge, mais toi, tu préfères mettre une carte verte à moins cher, mais il faut absolument qu'on produise aussi, mais il faut lancer des actions parce qu'il faut convertir des plantes pour faire monter l'oxygène, parce que sinon on est dans la merde. Pourquoi on serait dans la merde? Parce qu'en fait, là, l'extension coop, on commence en fait avec tous les paramètres au max, et tous les tours, on va tirer un événement, qui va baisser ses paramètres de manière un peu aléatoire. Évidemment, ils sont de plus en plus puissants au fur et à mesure de la durée de la partie. Et quand ces paramètres sont dans les zones jaunes, rouges, ça va nous mettre des malus définitifs pendant la partie. Et quand ils sont en violet, bah là c'est game over.
Donc voilà, tu as cette espèce de course au temps et de course à l'optimisation d'action qui fait que du coup là on est vraiment dans un pur euro où vraiment bah, il n'y a pas de temps à perdre. Clairement il faut créer le moteur le plus efficace possible et en coop et ça c'est vraiment cool. Le mode normal est pas très compliqué. Voilà, si vous connaissez pas trop le jeu, commencez en mode normal. Mais vraiment si vous connaissez déjà le jeu de base, commencez direct au moins en mode difficile. Parce que là vraiment il commence à avoir un challenge intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait... Donc les événements, quand ils arrivent, ils créent immédiatement un malus. Enfin, ils font baisser par exemple l'oxygène, la température. Ils créent parfois d'autres choses aussi, ils te font perdre de l'argent, échanger des cartes, tout ça. Mais surtout, tant qu'on les a pas enlevés, ils continuent à faire baisser des paramètres. Et comment on les enlève? En posant certains types de cartes. Typiquement, il faut jouer des badges de construction pour enlever tel ou tel événement. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des événements qui s'accumulent au fur et à mesure, qu'il va falloir gérer au fur et à mesure, avant que ce soit le chaos total et que ça snowball dans tous les sens vers ta défaite. Et voilà, moi je trouve ça vachement intéressant. Je le joue principalement à deux. Je trouve que vraiment, moi, les jeux coop, j'ai tendance à les jouer à deux, c'est une habitude personnelle. Je trouve que c'est plus facile de communiquer quand t'es à deux. Mais je pense qu'à 3-4, ils marchent très bien, surtout qu'en plus, ils ont créé des événements spécifiques pour le nombre de joueurs. Donc là aussi, très malin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le designer, c'est un des mecs qui a bossé sur Aeon's End. Donc là, autant dire que c'est quelqu'un qui connaît très très bien les modes coop, parce que Aeon's End, c'est très très bon en coop, tout simplement. Donc voilà, il faut aimer la coop. Moi, j'aime bien. J'ai tendance à jouer principalement à Marvel Champions ou Seigneur des Anneaux en coop. Mais là, celui-là, on le joue assez régulièrement parce que voilà, j'adore Terraforming Mars et j'adore le moteur de cartes de Terraforming Mars. Et là, ce coop marche vachement bien. Et voilà, moi je trouve ça très cool. Et j'ai mis l'extension Discovery dedans où tu upgrades tes cartes actions. Et le mix des deux marche super bien, moi je trouve. Donc voilà. Au niveau des reproches, du reproche, je vais en faire un. C'est que comme sur le jeu de base, quand la fin de partie arrive, tu n'as d'intérêt qu'à faire des productions et des actions. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as besoin de produire pour produire tes plantes, ta chaleur, et tu as besoin de faire l'action pour dépenser cette chaleur et ces plantes pour faire monter la température ou faire monter l'oxygène. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage que, on va dire, les deux trois derniers tours se résument à ça. Et pareil, tout l'argent qui te reste, tu vas le dépenser pour faire des actions de base, pour absolument vite faire monter les océans, température, oxygène. Donc voilà, vraiment les derniers tours, il y a un moment où vraiment, de toute façon, poser des cartes, ça ne sert plus à rien, surtout des cartes vertes. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, ce pattern un peu où vraiment tu montes, t'as le développement, c'est hyper intéressant et tout, et au bout d'un moment, voilà, il faut juste être efficace, production, action, et let's go, il faut gagner la partie tout simplement, et poser des cartes à ce moment-là, c'est plus du tout rentable. Donc t'as ce truc un petit peu bizarre de fin de partie, un peu, où tu fais des trucs un peu en mode automatique, et voilà, c'est pas hyper cool. Mais voilà, t'as les trois quarts de la partie, moteur, développement, hyper intéressant, le dernier quart, il faut juste être efficace. Pareil, il y a un truc assez sympa aussi. Les points de victoire, en fait, quand t'en as deux, ils te servent à enlever un des tokens sur les events pour les enlever. Typiquement, il y a 3 tokens, il faut jouer 3 badges de construction. Bah, tu peux enlever 2 PV pour enlever un badge de construction. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, plutôt une utilisation maligne des PV. Et puis voilà, moi je vous conseille vraiment l'extension. Si vous aimez déjà le jeu de base et que vous aimez les modes coop, vraiment allez-y, l'extension coop est vachement cool. Je sais aussi qu'il y a des gens qui aiment pas trop RS Expedition, qui sont très fans du jeu de base et qui ont beaucoup aimé le module coop. Moi c'est plutôt mon cas, le jeu de base j'avoue je le jouais plus trop parce que voilà, t'en fais quand même assez vite le tour et c'est mignon et voilà, moi je considérais ça un peu comme un jeu de vacances à deux, très sympathique, mais voilà. Mais le mode coop, ça donne envie de le doser un peu plus, et vraiment la partie stratégique et interactive, pour moi, rentre bien plus en jeu. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette extension, surtout cette extension-là, qui s'appelle, on va pas dire de bêtises, qui s'appelle Crysis, et qui est... Je la retrouve plus. Non, elle n'est pas là, j'ai spoilé la suite. Ouais, qui s'appelle Crysis, là on le voit en polonais. Mais voilà, hop, là voilà, Crysis. Donc voilà, je vous conseille vraiment le jeu de base avec cette extension. Discovery, pourquoi pas? Discovery est plutôt sympa, notamment moi j'aime bien l'upgrade des cartes actions, surtout qu'ils ont donné plusieurs choix de cartes actions. T'as deux lots de cartes actions, et avec des effets plutôt sympas, et quelques nouvelles cartes. Donc voilà, je vous conseille ça. Ensuite, un autre jeu dont personne n'a entendu parler,
qui s'appelle The Warp, qui est un 4X qui est sorti. Il y a eu une campagne Kickstarter pendant le Covid. C'est totalement indépendant, c'est un jeu d'un designer belge, flamand, indépendant. Je crois qu'il est flamand, parce qu'à chaque fois il parle en anglais sur les forums BGG. Même, voilà. Et ça vient de sortir en localisation chez Intrafin. C'est comme ça que j'en ai entendu parler, en fait. Je l'ai vu en traînant sur les sites de sortie, je vois The Warp, et je suis là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le design m'a intrigué, parce que je trouve qu'il y a un petit côté StarCraft, le jeu vidéo, moi qui m'a bien intrigué. Et voilà, ça se présente effectivement. C'est un 4X en fait, avec un côté très old school dans le design graphique, mais avec un côté très moderne dans le design de jeu. Je m'explique. On est sur de la conquête de territoire, avec de l'exploration, et avec évidemment de la progression, avec un plateau personnel qu'on va faire évoluer au fur et à mesure et qui va nous produire de plus en plus de ressources et d'unités militaires. Jusque-là, on est sur du très classique. Qu'est-ce qui en fait vraiment sa particularité? Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que la façon de gagner repose sur des cartes missions. Donc on va le comparer avec Eclipse, par exemple. Et donc on a des cartes missions qui sont des objectifs qui ressemblent vachement à de l'Eurogame. Notamment, donc on a 6 objectifs qui ne bougent pas, qui sont un peu des objectifs de fin de partie, on va dire, qu'on va faire, on va dire, aux 3 quarts de la game, voire à la moitié par là, qui sont des objectifs un peu plus durs à faire. Et il y a des objectifs liés à 3 domaines, donc la conquête, l'économie et le progrès. Et en fait, il y en a 3 visibles à chaque fois, à chaque pile. Et nous, derrière notre petit paravent, on en a 3 aussi en privé qu'on peut faire. Et du coup, ces objectifs rapportent de 1 à 2 points en général, voire 3 pour les très gros de fin de partie, là. Et en fait, il y a cette course à l'objectif qui est hyper intéressante, qui n'est pas forcément liée du coup à la bagarre. La bagarre en plus est assez particulière parce qu'en fait, il y a des troupes neutres sur le plateau. Et en fait, on va très souvent combattre des troupes neutres plutôt que les autres joueurs. Mais le petit twist intéressant là-dedans, c'est que quand on combat une troupe neutre, un autre joueur peut aider la troupe neutre. Et donc, du coup, on a quand même l'impression par proxy de se battre. Et il y a ce truc très intéressant où même si t'es pas forcément obligé d'attaquer tes adversaires parce que ça va pas forcément être rentable par rapport à tes objectifs, eh bien, il y a quand même ce truc de je vais combattre des troupes neutres, mais les autres joueurs peuvent aider. Notamment via un système de cartes combat. En gros, l'attaquant va jouer une carte combat face cachée, le défenseur peut jouer une carte combat face cachée aussi, pour aider les troupes neutres ou pour lui-même. Et il y a une mécanique où l'attaquant peut essayer de corrompre l'adversaire en lui promettant des ressources. Et donc là, l'adversaire peut dire oui ou non. S'il dit oui, il prend la corruption, il prend les ressources et il vire sa carte combat. Et s'il dit non, il va jouer sa carte combat. Et donc à ce moment-là, on a 3 options sur la carte combat de plus en plus fortes qui vont coûter des ressources. Et donc il y a pas mal de twists autour du combat liés à ça. Comme vous voyez, il y a des dés. Mais en fait, les dés sont vraiment très... Il n'y a pas du tout... Il y a très peu de chance. En fait, tu sais très bien quelle chance tu prends ou pas. Parce qu'en fait, tu jettes autant de dés que tu mets de troupes. Et sur les terrains, tu as un multiplicateur de ces dés. Donc imaginons, tu viens d'une zone de 4 et tu envoies 2 troupes, tu auras 2 dés x 4. Et en gros, tout ça, ça s'équilibre de manière très proportionnelle et très équilibrée. Et il y a quasi aucune chance. Le seul moment où tu as les dés qui rentrent un peu en compte, c'est vraiment quand les chances sont à peu près équivalentes. Et donc, c'est soit que tu as mal anticipé, soit qu'il y a des cartes de combat qui ont fait que ça te met un peu dans la merde. Mais voilà, tout le sel est là aussi. C'est des fois, tu vas perdre ces combats liés à ces cartes de combat parce qu'en adversaire, tu as mis quelque chose qui te met vraiment mal. Mais voilà. Globalement, tu sais ce qui peut t'arriver, même les cartes de combat, elles ont des effets que tu connais. C'est un peu comme les intrigues à Dune, au bout d'un moment, tu connais vraiment les effets. Donc voilà. Donc je parle beaucoup des combats, mais en fait, vraiment, les parties très intéressantes, moi je trouve, c'est lié autour de la progression, notamment son petit plateau perso, là, qui fait que qu'en plus, quand tu arrives à la case 8, tu débloques un pouvoir permanent qui va être très intéressant pendant toute la partie. Et voilà, moi je trouve ça vraiment très bien foutu, ce truc-là. Et il y a un autre truc très bien foutu, qui est que tu draftes en début de partie 2 factions asymétriques.
Et donc, tu en auras 2 par partie, donc tu auras des combinaisons complètement différentes à chaque fois. Et tu as ce truc de ces factions ont chacune un pouvoir permanent et un pouvoir que tu peux débloquer pendant la partie. Soit un pouvoir débloquable permanent, soit un pouvoir one-shot, mais que tu peux faire plusieurs fois. Et en fait, ces pouvoirs sont vraiment très significatifs et tu as des synergies entre les peuples qui se font et qui sont vraiment, tu as une part importante déjà de la stratégie qui se fait à la draft de tes factions. Et donc, moi, je les trouve vraiment très très stylés. Je trouve que le design des factions, comme vous voyez là, il est vraiment très stylé. Moi, je trouve que ça marche de fou, ça, ce côté old school à la StarCraft. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si on en voit ailleurs. Voilà, là, on les voit un peu toutes. Donc voilà, ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Pour moi, c'est vraiment les deux trucs qui en font vraiment sa particularité, à la fois ces factions asymétriques par paire que tu draftes en début de partie et qui ont des directions vraiment très stratégiques et avec des synergies très intéressantes. Et ce côté, on court après les missions et on n'est pas forcément obligé de gagner des combats ou de faire des défenses. On peut vraiment jouer un peu en mode bunker dans son coin, en conquérant 2-3 territoires neutres, un petit peu easy, mais en jouant vraiment le progrès et l'économie parce qu'on a des factions qui jouent avec ça. Le truc, c'est que du coup, dès que quelqu'un atteint 9 points de victoire, et là, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on fait les missions, on les met face cachée sous son plateau. Donc il faut un peu suivre où en sont les adversaires. Et dès qu'on a 9 points de victoire, bim, on enclenche la fin de la partie. Et là, attention, gros twist aussi, il reste 3 tours derrière. 3 tours, c'est beaucoup dans ce jeu. Pourquoi? Parce que ton moteur va être très développé à ce stade de la partie si tu as bien joué. Et en plus de ça, chose que je n'ai pas dite, quand tu lances une action de développement qui est de construire ou d'améliorer tes bâtiments, les autres joueurs peuvent suivre. Donc toi, tu as une réduction déjà sur ton développement parce que c'est toi qui as lancé l'action, mais les autres, quand ils te suivent, ils te donnent des ressources aussi. Enfin, tu prends des ressources de la banque. Mais du coup, pendant le tour des autres, potentiellement, tu vas faire des actions aussi pendant leur tour. Tu ne joues pas que pendant ton tour. Donc 3 manches, 3 tours complets, c'est vraiment beaucoup. Il y a un autre truc aussi que je trouve cool, c'est que là, au milieu, tu as un gardien du warp qui va changer à chaque partie. Et tu peux totalement l'ignorer comme jouer avec. Je m'explique. Les gardiens du Warp, quand tu vas le combattre, souvent il est très fort, il peut être aidé par un autre joueur, comme n'importe quelle faction neutre. Donc souvent ils sont forts, ils ont beaucoup de dés, ou ils ont une valeur de terrain qui est très élevée. Ils ont des pouvoirs un peu aléatoires aussi que tu tires en début de partie, qui vont leur donner des capacités supplémentaires, de relancer les dés, d'avoir des dés en plus, retourner les dés, bref, tout ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu conquiers la zone, tu vas gagner des points. En tenant la zone au début de ton tour, tu vas gagner des points aussi. Et si à la fin, c'est toi qui contrôles cette zone du warp, tu vas gagner des points aussi. Et tout ça, ça change en fonction du gardien du warp qui a été drafté en début de partie. Et donc du coup, selon à la fois tes factions, la manière dont les autres joueurs jouent, toi un peu tes combinaisons, par exemple si tu joues les vaisseaux d'assaut qui vont se déplacer plus vite, ce genre de choses, et les missions que tu auras faites pendant la partie, tu vas avoir plus ou moins d'intérêt à aller chercher le gardien du warp. Parce que notamment, tu as des gardiens du warp qui te disent que tu vas gagner des points en fonction des missions de prospérité que tu as fait. T'en as certains, ils vont avoir juste en ratio fixe en fait. Et donc voilà, en fait, ça fait énormément de paramètres variables à chaque partie et stratégiques qui font que moi je le trouve très intéressant et notamment très intéressant aussi parce que contrairement à Eclipse ou évidemment Twilight Imperium, mais bon là on est sur des durées de partie qui sont complètement délirantes. Là on est sur une durée de partie relativement contenue, entre 2 heures, 2 heures et demie, premièrement, et deuxièmement je le trouve très, très bien jouable à 2 ou 3, parce que comme je le disais, cet aspect conquête de territoire est moins présent que sur les autres 4X habituels. Et donc voilà, moi je trouve qu'il a vraiment sa niche et sa particularité entre ce côté très euro, ce côté très asymétrique, et en même temps, cette concentration sur... je trouve qu'il tombe très bien à 2-3. Ben voilà, moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. En plus, ce design à l'ancienne, très StarCraft, je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, si vous aimez ce style de jeu, ben, je vous conseille vraiment de vous intéresser, de vous y intéresser et de le tester parce que voilà, moi je trouve que c'est une très bonne surprise. Ça sort totalement de nulle part. En plus, le designer, je trouve qu'on est quand même, je sais pas si c'est son premier jeu, je crois que c'est son premier jeu. En tout cas, il en a pas fait beaucoup. Mais vraiment, c'est très mature comme design, je trouve. Et d'autant plus que il y a des petites approximations sur les règles françaises, dans la traduction notamment. Mais il y a sur le forum BGG, le créateur
répond très bien. En plus de ça, s'il y a des factions que vous n'avez pas trop compris ou trop compris comment les jouer, il a fait tout un guide stratégique en fait qui est téléchargeable sur BGG. Donc ça, je trouve ça vraiment très stylé aussi. Donc voilà, The Warp, je vous conseille vraiment. Moi, je trouve ça très cool et voilà. Donc voilà, sur cette thématique très science-fiction. Donc je sais, on n'est pas trop dans l'actu, même si c'est quand même des jeux sortis relativement récemment, mais voilà. Vous savez, j'essaie quand même de jouer vraiment plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois minimum, au jeu avant vraiment d'avoir un avis un peu plus détaillé, surtout sur des jeux où tu as beaucoup de factions asymétriques et ce genre de choses. C'est très compliqué de vraiment se faire un avis sur une première partie. Évidemment, on va avoir un feeling positif ou non, mais pour voir un peu si la variabilité et l'ennui s'installe au fur et à mesure des parties, il y a quand même besoin d'installer ça sur plusieurs parties. Donc voilà. Évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous, le pouce bleu. Donc, comme je vous disais, là, il y a une vidéo qui va arriver un peu sur les 3000 abonnés, le futur de la chaîne. Donc, voilà, j'espère que vous serez présents, j'espère que ça va vous intéresser. Et puis, comme d'hab, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao!